Un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h, les titres du journal. Révision constitutionnelle, troisième mandat, pas demandeur. Patrice Talon s'est exprimé hier au cours d'une conférence de presse à Cotonou. Des sujets d'intérêt national et régional ont été abordés à l'occasion. Retour sur quelques séquences dans ce 13h. Mercredi prochain, c'est le 14 février. L'on célèbre la Saint-Valentin. Cette fête est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Mais pour les uns et les autres, que représente réellement la Saint-Valentin? Vous suivrez quelques avis dans ce journal. Hors du Bénin à Dakar, un collectif de groupes de la société civile appelle les Sénégalais à se mobiliser massivement contre le report de la présidentielle. Et puis au Kenya, des avocats représentant des plaignants dans un procès contre un géant américain de l'alimentation réclament justice. Révision constitutionnelle, troisième mandat, pas demandeur. C'est un résumé dans cet état d'esprit que le président de la République a fait des clarifications aux médias sur des sujets d'intérêt national et régional. Suivons plutôt. J'ai entendu, comme tout le monde, que depuis quelque temps, on confond notre réalité au Bénin avec celle de l'Afrique ou de la sous-région, qui donne le sentiment que à la fin des deuxièmes mandats, qui sont prescrits comme dernier mandat des présidents d'exercice, les concernés tentent de briguer un troisième mandat avec divers prétextes. Et cela a tellement traumatisé les peuples africains que désormais on soupçonne tout le monde à la fin du deuxième mandat de chercher les voies et moyens pour contourner les dispositions constitutionnelles que pourtant tout le monde accepte. On les consigne dans la Constitution et puis à la fin on trouve les moyens de chercher un troisième et quatrième mandat. Mais moi j'ai quand même espéré que cette question est derrière nous depuis un temps. Le Bénin fait son chemin. C'est vrai, nous n'avons de leçons à donner à personne, mais nous faisons notre chemin de manière admirable, n'est-ce pas? En tout cas, de la manière dont nous-mêmes nous observons nos efforts. Et il y a quelques années, à l'occasion d'une modification, je crois de la dernière modification de notre Constitution, on a fini par faire cet exercice-là. Parce que quand un président est en exercice, il lui est pratiquement interdit de toucher la Constitution, quel que soit le motif, parce qu'on soupçonne de placer une virgule à tête de modification et puis de décréter que c'est une nouvelle constitution ou une nouvelle république pour remettre les compteurs à zéro, le compteur de décompte des mandats. Donc depuis 2019, nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question-là au Bénin. Et à mon initiative, nous avons précisé dans la Constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats, que la Constitution soit nouvelle, qu'il s'agisse d'une nouvelle république, qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République. Et nous avons tous pensé qu'une fois que cela est inscrit dans notre Constitution, ou bien toutes les fois que cette phrase reviendra dans n'importe quelle constitution, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit modifiée ou non, toutes les fois que cette phrase figurera dans la Constitution, il n'y aura plus aucune raison de soupçonner un président en exercice de vouloir faire un troisième mandat. Et d'être passé pour être acquis. Puis, la fin de s'annonçant, on revient encore sur cette question, comme si cet acquis, cette phrase qui est dans la Constitution, comme si soit on s'apprête à l'évacuer, à le sortir de la Constitution, soit, même si elle demeure dans la Constitution, elle n'est plus suffisante pour nous apaiser sur cette question-là. C'est malheureux. Parce qu'en fait, ce sont les acteurs politiques qui agitent cela, juste pour se donner une raison d'exister, pour créer de la polémique, pour animer le débat politique avec un sujet qui, en fait, n'en est pas un.
Autre aspect important, la révision de la Constitution à partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus m'en mêler, suivant les explications de Patrice Talon. Je voudrais qu'il soit noté devant vous, soyez mes témoins, que moi je ne veux pas qu'on touche à un virgule de la Constitution. Il ne faut pas le faire. Et je l'ai dit déjà aux députés qui se réclament de mon bord, aux mecs qui se réclament de mon bord, que ce soit UP ou BR, je leur ai dit, touchez pas à la Constitution. Certes, je ne peux pas vous instruire. Vous êtes député, la nation vous a confié cette mission-là. Vous pouvez même désobéir au parti parce que le mandat n'est pas impératif. Vous agissez au Parlement à votre âme et conscience individuelle de ce qui est bon pour le pays. Mais je vous recommande de ne pas le faire. Je vous souhaite que vous ne fassiez pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire demain. Mais moi, à partir d'aujourd'hui, là, devant vous, depuis quelques jours, je dis, je ne veux plus me mêler de ça. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. S'ils s'entendent, UP, BR, démocrates, pour modifier le code électoral par consensus, ou simplement avec la majorité qualifiée nécessaire, moi je vais m'incliner, je vais promulguer. S'ils modifient quoi que ce soit et que nous sommes dans un régime démocratique, je suis un démocrate, si les choses se font selon les règles, je ne demanderai même pas de deuxième lecture pour quoi que ce soit, je vais promulguer. Parce qu'il est temps que les polémiques ne continuent pas d'animer notre vie au quotidien. Surtout que ça n'a pas d'intérêt. On notait, M. Ablogan, que, je ne demande aucune révision et je me poserai à la révision de la Constitution. Pas les moyens qui me sont permis en disant non, il ne faut pas le faire. Et puis, maintenant, s'ils le font comme je suis un démocrate et que ça s'impose à moi, je m'acharnerai à faire en sorte que ce que je trouve pas bien ne se fasse pas. Donc, à la limite, ne pas réviser. C'est moi mon choix de ne pas toucher la Constitution. 2, que les modifications à faire soient conformes à l'esprit de la Constitution et à l'éthique. C'est mon souhait. Mais je ne suis pas, moi, Patrice Talon, le peuple béninois. Ce qui se fera, même si c'est contraire à ma vision et à ma conscience et à mon éthique, si ça se fait que je n'ai pas les moyens de le mettre en cause, je suis un démocrate, je m'inclinerai. Et au dernier Conseil des ministres, le chef de l'État a proposé de nommer des ministres conseillers sur la toile. Ça va dans tous les sens. Mais de quoi retourne cette décision concrètement? Voici les explications du chef de l'État. Vous l'avez tous entendu, que j'ai proposé au Conseil des ministres qu'il a adopté de créer un collège des ministres conseillers. Depuis mon premier mandat et durant ce second-ci, vous avez dû constater que parfois nous faisons appel à des compétences non politiques pour conduire l'action du gouvernement. Le pays a besoin de 2 choses pour bien fonctionner. Que la vision soit claire. Et la vision est définie par les élus qui exposent à leur population ce qu'ils comptent faire, comment ils voient les choses, et ceux-ci leur accordent leur confiance. Et que ce soit au niveau local, au niveau national parlementaire ou au niveau de l'exécutif, le politique détermine la vision et même la programmation de l'action exécutive. Et la mise en œuvre requiert parfois des compétences qui ne sont pas politiques. Vous pouvez avoir besoin de certaines compétences dans le domaine de la santé, dans le domaine de la défense de la sécurité, dans le domaine du numérique, et parfois ces compétences n'ont pas du tout de chapeau politique. Parce que l'idéal serait que les acteurs politiques disposent des compétences qu'il faut à tous les niveaux. Mais je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde où tous les acteurs politiques ont toutes les compétences dans tous les domaines. Il y a même un pays, ça se complète. Ceux qui ont une vocation politique, ceux qui n'en ont pas du tout, mais chacun a son rôle au plan pratique dans le pays. Pour un pays à construire, à bâtir, l'exigence de compétences est très élevée, plus que les pays développés. Un ministre de la Santé en France ou aux États-Unis n'a pas besoin d'être un expert en la matière autant qu'un ministre de la Santé au Bénin, parce que tout est à construire.
Là-bas, il y a une structure administrative, une superstructure qui existe, qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves, et un ministre peut s'appuyer sur tellement de compétences, parfois pour arbitrer ou parfois pour prendre une décision. Ici, parfois et souvent d'ailleurs, les ministres sont appelés à aller dans les détails et à faire des arbitrages même de base. Et c'est pareil, c'est pas seulement au Bénin, c'est dans tous les pays en développement où tout est à construire. Il y a des détails que vous prenez un ministre américain de quelque chose qui ne sait pas de quoi il s'agit, parce que ça a été fait il y a si longtemps et ça devient un acquis, la question ne se pose plus. C'est pareil dans le domaine de l'électricité. Quels sont les choix technologiques qu'il faut faire en matière d'énergie? Et parfois, un ministre est amené à arbitrer. S'il n'est pas un expert, il peut se planter. Donc, nous avons besoin que les politiques qui sont doublées de casquettes techniques ou pas doublées de casquettes techniques puissent conduire l'action gouvernementale, les exécutifs, avec ceux qui ont des compétences, mais qui n'ont pas le chapeau politique. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu quelques frustrations depuis ces deux mandats qui sont en cours, parce qu'il y a des fonctions qui ont été confiées à des gens qui n'ont pas du tout de chapeau politique. Alors que ce n'est pas eux qui ont œuvré à conquérir le pouvoir. Ce n'est pas eux qui répondent devant l'opinion. Donc quelqu'un met en œuvre une stratégie sans avoir le devoir de reddition de compte devant le peuple. Alors, j'ai toujours pensé qu'il faut qu'on trouve un moyen de compenser un peu cela. C'est cela qui a été décidé récemment, où nous avons dit que, au-delà de l'action de certains ministres, même que ce sont politiques, qui ont la tête dans le guidon au quotidien, qui sont tellement submergés que parfois, ils n'ont pas le recul qu'il faut pour apprécier leur propre action par rapport aux attentes des populations, par rapport à la vision ou par rapport même à l'avenir. Donc il serait bien que les ministres soient doublés de personnalités, de compétences, mais ayant un chapeau politique. Des gens qui n'ont pas la tête dans le guidon et qui ont une vision plus holistique, plus globale, ont une vision, une profondeur plus accrue que celui qui a la tête dans le guidon, pour accompagner, corriger et définir même avec celui-ci ce qu'il faut faire. Dans la tâche, je le vois bien. Moi, parfois, je n'arrive pas, je n'ai pas le temps de m'occuper des questions politiques. Et ça me pose des préjudices. Parce qu'il y a tellement à faire que je n'ai pas l'occasion d'avoir les contacts, les discussions, les débats techniques qu'il faut avec les politiques pour corriger mon action. Il est impératif que ceux qui ont la tête dans le guidon aient aussi à leur côté des conseillers, à leur côté des gens qui portent la vision, qui connaissent les réalités du terrain, qui peuvent apporter les recommandations qu'il faut, relayer à ceux-ci ce qui est plus pertinent pour ajuster les choix et même faire le suivi de l'action gouvernementale sans avoir la tête dans le guidon. C'est ce qui a conduit à la mise en place de ce collège qui, pour le moment, on n'a pas encore pourvu aux diverses fonctions qui sont prévues là-dedans, mais ceux qui y seront les guides et faire le suivi de ceux qui sont à tête dans le guidon au quotidien. Voilà l'esprit. Mais ce sont les partis politiques qui devront pourvoir à ces nominations-là, parce que c'est l'action politique qu'on voudrait remettre au centre des choses pour déterminer, conduire, définir et faire le suivi de l'action exécutive. Merci. Les mesures de sanctions au sein de la CEDEAO perdurent quand brutalement 3 pays sortent de l'espace. Quelle est la perception de Patrice Talon, chef de l'État du Bénin et de la CEDEAO? On suit le président de la République. Nous sommes les premiers à vouloir que les sanctions s'arrêtent. Moi, je suis pressé d'enlever les sanctions. Ça parce que ça pose des préjudices graves au Bénin. Non. Et je veux que les Béninois le sachent, ça. Ça cause des préjudices au Bénin, c'est sûr. Mais ça cause plus de préjudices au Niger qu'au Bénin. Nos frères nigériens souffrent plus que nous de ce qui se passe. Et ce sont nos frères et sœurs. Donc il est temps
pour nous de lever ces mesures-là qui n'étaient pas destinées à durer. Brutalement, on apprend que les trois pays, Burkina, Niger et Mali, sont sortis de la CEDEAO. Moi, cela m'a beaucoup peiné. Et même après cette décision, j'ai personnellement téléphoné à l'un d'entre eux. J'ai parlé au téléphone avec un des trois présidents. À un moment donné, il faut tout dire. Et je lui ai dit, c'est pas bien. Les peuples ne nous ont pas élus pour les diviser. Moi, j'ai été élu au Bénin. Vous, vous êtes en fonction depuis dans votre pays. Et notre rôle, c'est de conduire le destin pendant un temps de la communauté globale, de la CEDEAO, de l'UMOA, pendant un temps. Mais la volonté des peuples, c'est de s'intégrer. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Niger. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Burkina ni du Mali. Et c'est vrai, il n'y a aucun problème entre les peuples de la communauté, l'UMOA de la CEDEAO. Aucun problème. C'est au niveau des organes de la CEDEAO. La CEDEAO des peuples n'est pas en difficulté. Il n'y a aucun problème dans la CEDEAO des peuples. C'est au niveau de la conférence des chefs d'État, au niveau de la commission de la CEDEAO aussi bien de l'UMOA qu'il y a un problème. Parce que ceux-là sont en charge de veiller au respect des règles par notamment les autorités de ces pays-là. La conférence des chefs d'État de l'UMOA, de la CEDEAO, le conseil des ministres de la CEDEAO de l'UMOA, la commission de la CEDEAO, la commission de l'UMOA sont en charge de veiller au respect des règles par les autorités de ces pays-là. Et personne n'a dit que le peuple burkinabé, nigérien ou malien ou guinéen a fait quelque chose de contraire aux règles. Non. C'est au niveau des responsables. Donc, s'il y a un problème au niveau des responsables, et que leurs homologues, leurs pairs, ont constaté, on dit non, c'est pas bien, c'est pas conforme aux règles. Ne faites plus ça. Si on ne s'entend pas que ça génère un conflit entre nous, des heurts même entre nous, des bagarres entre nous, ce n'est pas l'affaire des peuples. Donc, si même ces conflits, ces différends persistent, il ne faut pas que ça aboutisse à la division des peuples. Moi, je conçois que les présidents du Niger, du Burkina disent à un moment donné, on suspend notre participation aux organes de ces institutions-là. Ça se comprendrait. Mais dire que je veux détacher le peuple burkinabé, malien, nigérien du peuple béninois, togolais, sénégalais, qu'on sort, le problème, c'est pas entre les peuples. Or, ces décisions qu'ils ont prises sont des décisions qui séparent les peuples. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça que moi, celui à qui j'ai parlé, j'ai dit, ça allait trop loin. Nous allons trop loin là. Il faut qu'on se revoie et qu'on dise, bon allez, quoi qu'il se passe, quel que soit ce qui s'est passé, à la terre, on arrête tout et puis on préserve l'essentiel qui est la communauté des peuples. Ce qui est reproché aux uns aux autres, ce qui se fait, les sanctions, tout ce qui se passe, est mineur par rapport à l'intérêt des peuples, à la communauté des peuples, c'est mineur. Donc il faut regarder ce qui est important, ce qui est majeur, à un moment donné, et laisser tomber ce qui n'est pas plus important que l'intérêt des peuples. Donc ma position aujourd'hui, et si j'ai l'occasion de l'exprimer au sein de la conférence des chefs d'État, je le dirai, c'est qu'il faut tout laisser tomber. Que veulent les Maliens? C'est OK. Que veulent les Burkinabés? C'est OK. Que veulent les Nigériens? C'est OK pour que cette décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention ou que la déclaration. On peut le dire, revenir. Moi, c'est ma position, c'est mon souhait, et c'est ce que je dirais haut et fort partout. Dire que pour arriver à la division des peuples, s'il faut arriver à la division des peuples, alors là, non.
Et cette sortie médiatique du chef de l'État a été très suivie et commentée, Patrice Talon, contre la révision de la Constitution et un éventuel troisième mandat. La position tranchée du chef de l'État est saluée par les citoyens. Quelques-uns se prononcent au micro de Lénaï Kagwazaou et de Benjamin Denayan. Vous savez, le peuple béninois, ces politiciens nous doivent habituer à une agitation. On s'agite. Et voilà, le chef d'État, il a dit le chef d'État qui est tellement civilisé, instruit, énormément averti par rapport à cette constitution, il ne touchera pas. Comme il a dit, moi, à tout cas, c'est son avis et je crois que c'est ce qui va se passer. Il ne va pas la toucher. Et troisième mandat, nous avons déjà dépassé ce truc-là. Le Bénin a dépassé ce truc de troisième mandat. Pensons au développement de ce pays et laissons la Constitution là où elle est. Moi, je le félicite. Je le félicite à rester dans cette dynamique et de ne pas lâcher. Le président de la République a droit à un seul mandat, renouer une fois et vous partez. Donc par rapport à cela, je ne sais pas quelle polémique il y a, on va discuter de cela. Et par rapport à sa sortie, je l'ai tiré chapeau. Il a été responsable à ses opposants. Restez calme, serein et soyons sérieux. Le président ne va pas trahir le peuple. Mais je trouve que c'était important que le chef de l'État, dans son élégance, dans sa gouvernance, fasse cette sortie-là. Il pouvait rester dans son habitude de se réserver, mais le peuple, dans sa grande majorité, avait besoin de savoir s'il était derrière toutes ces manœuvres. D'ailleurs, les opposants n'hésitaient pas à trouver sa main derrière tout ce qui se faisait. Et pour un chef d'État qui a dit clairement « je veux être porté en triomphe », à la fin, je pense qu'il est suffisamment intelligent pour ne pas accepter que pour ces débats-là, cette polémique, ce véritable cafouillis-là, on puisse salir la fin de tout ce qu'il a fait. Et le chef de l'État, il a très bien fait, c'est une bonne démarche communicationnelle, que de se prononcer en même temps sur des questions liées à la sous-région, le Niger, le Sénégal. Vous voyez, il n'aurait rien dit de ce qui se passe au Sénégal, qu'on aurait dit, certains auraient dit, ben vous voyez, il ne dit rien de ce qui se passe au Sénégal, c'est un peu comme ça qu'il veut faire ici. Le chef de l'État a compris que ça ne lui coûte rien de descendre dans l'arène. C'est vrai que le chef, il ne doit pas descendre régulièrement, mais quand les questions deviennent de très grandes préoccupations, il faut le faire. C'est sa conviction, c'est sa vision de la chose. Ne pas briguer un troisième mandat. Je voudrais inviter l'opposition de mon pays à ne plus, disons, s'adonner trop aux jeux politiques et puis de penser au développement de la nation. Les mouvementiers aussi, je les invite, que les débats politiques qui naissent vers la fin du mandat d'un chef d'État, ce n'est pas de ça que nous voulons. Jusque-là, notre constitution ne parle pas de troisième mandat. Et comment il va briguer un troisième mandat? Ce n'est pas lui qui est à l'Assemblée nationale. Je dis que cesse le débat politique autour de la révision de la Constitution du Bénin. Dans le reste de l'actualité, le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet a créé une plateforme de discussion avec les entreprises locales. L'objectif est de renforcer leur connaissance des capacités d'achat orientées vers le développement résilient et inclusif. Marlène Kassa, Simon Villon. Le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS aux côtés des entreprises locales. C'est d'abord pour soutenir la réalisation des objectifs de développement durable. Les forums des possibilités sont ouverts à divers fournisseurs, micro-entreprises et petites et moyennes entreprises, notamment les entreprises appartenant à des femmes, à des jeunes et à des personnes vivant avec un handicap. Depuis 2021, l'UNOPS a ouvert un bureau au Bénin pour la mise en œuvre de ces activités. Et parmi ces réalisations, on peut citer l'acquisition de 2 ambulances équipées, l'acquisition d'un laboratoire P3 mobile, la construction et l'équipement de 2 laboratoires P3 fixes à Ouida et à Parakou, le démarrage de la construction de 4 centres de traitement des épidémies à Abomey, Parakou, à Vrankou et Lokossa.
Les contributions de l'UNOPS à la réalisation des ODD sont toujours axées sur les besoins de ses partenaires. Je félicite l'UNOPS pour l'initiative de ce forum qui nous permet d'apprendre encore de nouvelles choses sur ces activités, notamment en termes de développement durable qui est très important pour l'environnement, pour la société. La vision de l'UNOPS consiste en un monde où les populations peuvent vivre pleinement grâce à des infrastructures durables et inclusives ainsi qu'à l'utilisation transparente et efficace des ressources publiques en matière d'achat et de gestion de projets. Notre dossier du jour s'intéresse à la Saint-Valentin, le 14 février, qui est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour s'échanger des mots doux et de beaux cadeaux. Mais quelques dérapages se remarquent parfois chez les jeunes. Ils expriment leur point de vue relatif à cette fête. Occasion aussi pour donner leur définition du mot amour. Ils se sont confiés à Ernest Etegou et à Patrick Tiosso. Il n'y a pas de Saint-Valentin chez moi, par exemple. Tous les jours, c'est un jour de Saint-Valentin. La Saint-Valentin, vue autrement, comme le sieur Silas. Elles sont nombreuses, les personnes entre deux âges qui voient d'un autre œil averti. Le 14 février, sacré Saint-Valentin, est consacré fête des amoureux ou fête de l'amour. De cet espace privé à l'espace public, l'on s'interroge. La fête de Saint-Valentin, ça se manifeste comment? Si vraiment tu as de l'amour, tu te manifestes en faisant certains cadeaux, mais on ne peut pas dire que c'est 14 février qu'on va fêter l'amour. L'amour, c'est infini, c'est pour toujours. Le 14 février, c'est dédié en général pour les couples qui s'aiment vraiment. Parce qu'il y a dans les couples, il n'y a pas d'harmonie, il y a des couples qui ne s'entendent pas, c'est pas évident. Mais les couples qui s'aiment, la fête du 14 février, c'est dédié principalement pour les amoureux, tout simplement. Peut-on dire fête de l'amour? Parce que moi, je vois actuellement qu'il n'y a plus l'amour. C'est l'amour de l'argent que les jeunes maintenant vivent. Si toi, tu es femme, tu as de l'argent, l'homme s'accroche à toi pour te bouffer ton argent. Alors qu'avant, quand on s'aime pour le meilleur et pour le pire. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Quand l'argent finit, l'amour aussi finit. Saint-Valentin, selon moi, c'est pas un jour où il faut forcément fêter. Parce que quand tu aimes ta femme, il ne faut pas forcément le jour-là pour lui prouver que tu l'aimes, pour lui témoigner que tu l'aimes ou pour lui donner quelque chose de spécial. Que faut-il faire alors pour jouir de l'amour et se réjouir de la fête de l'amour? Les jeunes d'aujourd'hui, avec 14 février, c'est pour aller chercher des fleurs, des parfums, des pagnes, des robes, pour dire bon, qu'on va fêter, on offre. Mais ce n'est pas là l'amour. L'amour se manifeste dans le cœur. Et ce jour-là, tu dois lui témoigner encore de plus, c'est-à-dire la faire sortir ou lui donner quelque chose. C'est une sorte de renouer ou d'améliorer ton style de témoignage d'amour envers elle. Que la jeunesse, quand même, on prenne le 14 février comme une journée vraiment d'amour réel, quoi. Que ça ne soit pas un amour de face, en fait, et que vous faites 14 février et puis c'est fini. Que ce soit un amour éternel, je veux dire. Le conseil que j'aurais à donner aux jeunes couples actuels, c'est de s'aimer du fond du cœur, de ne pas regarder le matériel. On s'aime 2-3 jours, on fait le mariage, le soir du mariage, on se divorce. C'est pas ça. Quand on rentre en couple, il faut prouver à sa moitié qu'on l'aime. Il faut cultiver l'amour. Il faut témoigner au quotidien afin que l'amour soit un pain quotidien du matin au soir. Il est dit, ne faites pas la guerre, faites l'amour. À la fête de l'amour qui doit se célébrer tous les jours, pas seulement le 14 février à la Saint-Valentin. Hors du Bénin à Dakar, un collectif de groupes de la société civile appelle les Sénégalais à se mobiliser massivement contre le report de la présidentielle. Pendant ce temps, des avocats kenyans représentant les plaignants dans un procès contre le géant américain de l'alimentation d'El réclament justice. Le récit de Marshall Betoro.
À Dakar, un collectif de groupes de la société civile appelle les Sénégalais à se mobiliser massivement contre le rapport de la présidentielle, évoquant une série d'actions à venir comme une manifestation et une grève générale sur fond de grave crise politique. La plateforme Aar Sunu Élection que nous représentons est en colère. Nous sommes en colère parce que nous sommes attachés à la République, nous sommes attachés à l'état de droit, nous sommes attachés à la démocratie. Nous ne pouvons pas accepter qu'on viole ces piliers fondamentaux de notre existence commune, de notre vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de réagir de la manière la plus ferme pour faire face à cet affront. Nous, mouvements citoyens et religieux, organisations socio-professionnelles, personnalités de la société civile, réunis autour de la plateforme Aar Sunu Élection, exigeant le rétablissement du calendrier républicain. Nous invitons le pouvoir judiciaire, notamment le Conseil constitutionnel et la Cour suprême, à prendre leurs responsabilités devant l'histoire. Les avocats kenyans représentant les plaignants dans un procès contre le géant américain de l'alimentation Del Monte assistent à l'audience d'un tribunal kenyan pour demander l'ajout de nouveaux noms au groupe de plaignants qui affirment qu'eux-mêmes ou certains de leurs proches ont été attaqués par des gardes de sécurité employés directement par l'entreprise. Nous attendons la justice, nous attendons que leurs droits soient respectés, déclare Maïna Marcharia, avocat de certaines des plaignantes devant le tribunal de Chika, une ville située au nord-est de Nairobi. En Grèce, environ 15 000 étudiants et enseignants, selon la police, protestent à Athènes contre un projet visant à l'équivalence des diplômes d'enseignement supérieur privés avec ceux des universités publiques pour la 4e semaine consécutive. La manifestation se dirige vers la place Syntagma devant le Parlement où le projet de loi présenté mercredi par le ministre de l'Éducation sera prochainement débattu en vue d'une adoption d'ici la fin du mois. Dans le Pas-de-Calais, le fleuve côtier de Canche sort de son lit alors que le département a été récemment affecté par plusieurs épisodes d'inondation. Le secteur de Brimeux, près de Montreuil-sur-Mer, est le plus touché sans toutefois engendrer à ce stade de demande d'intervention des sapeurs-pompiers, affirme la préfecture du Pas-de-Calais. Les actes de Donald Trump lors de l'assaut du Capitole le rendent-ils inéligible? 9 juges doivent répondre à cette question à moins de 9 mois de la présidentielle. Aux États-Unis, une poignée de manifestants anti- et pro-Donald Trump se rassemblent devant la Cour suprême des États-Unis à Washington pour la réponse à la dite question. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi.